Bienvenue à vous, chers croque-lecteurs. Et oui, comme vous avez pu le constater, Guillaume a démissionné de son poste de présentateur de croque-lecture. Grâce à cela, Alice et moi avons obtenu une promotion. Et pour ma première émission, je vous ai concocté un menu dont vous me direz des nouvelles. En entrée, des ados parfaits d'Yves Grévès, ce qui n'est pas vraiment notre cas, vous l'aurez deviné. Réalisé par notre chef cuistot Blanche. En plat principal, notre cordon bleu Mathieu nous a préparé le tome 1 de Terre Dragon. Rien que le nom donne envie. Alors, pour les sushis, qui pourrait bien nous préparer ce repas? Je vous le donne en mille. Nathan, pas moi, hein, l'autre. Vous et moi découvrirons le manga Altaïr. Alors Blanche, présente-nous donc ton fameux roman. Pour cette nouvelle chronique de croque-lecture, j'ai choisi un livre s'intitulant Des ados parfaits. Nous connaissons bien l'auteur de ce livre car nous l'avons déjà interviewé pour des titres comme Métaux ou Nox. Il s'agit de Yves Grevet. Les éditions de ce livre sont Syros dans la nouvelle collection Minisoon Plus. Pourrais-tu nous cuisiner un petit résumé de ton livre? Un adolescent, Anatole, est un garçon parfait, calme et réservé. Il est fils unique et vit tout à fait normalement avec ses parents, qui sont fiers de lui pour son attitude parfaite. Mais un jour, lorsqu'il entre dans sa salle de classe, il observe son professeur qui a un regard intrigué. Celui-ci a des lettres posées sur son bureau qu'il distribue à tous les élèves. Chacun d'eux en reçoit une. Mais il n'y a que 7 enveloppes qui ont un contenu, des messages anonymes destinés à leurs parents. C'est le cas d'Anatole et de 6 autres camarades de classe, parfaits eux aussi, surnommés les robots de la classe. Ces lettres auraient-elles un rapport avec le message qui était inscrit quelques jours auparavant sur le tableau « Dehors les 7 usurpateurs ». Anatole décide de donner l'enveloppe à ses parents sans se poser de questions. Pendant la soirée, il surprend ses parents en train de discuter. Ils ont l'air de s'inquiéter au sujet de ces lettres. Ils savent qui en est l'auteur. Apparemment, ce message contiendrait une menace à son sujet. Cela permet à Anatole de se rapprocher de Célia, qui fait elle aussi partie des robots de la classe, et qui s'intéresse de près à ces lettres anonymes, car elle a pu lire la lettre que ses parents ont reçue, qui contenait le message « Parlez-lui, elle a le droit de savoir ». Tous deux se posent beaucoup de questions. Ils sont sûrs qu'à eux deux, ils trouveront les raisons de ce message. Mais que peuvent-ils bien se reprocher? Ils sont si parfaits. Qu'as-tu pensé dans ton plat du jour? J'ai trouvé ce petit roman d'Yves Grevet qui ne fait que 120 pages, très intéressant et intriguant car certains événements arrivent très soudainement et sont très souvent surprenants. Tout d'abord, ce livre est un mélange de tranches de vie et de science-fiction. Cela se fait très habilement. Au début, cette histoire raconte la vie d'un garçon, Anatole, qui se rend à l'école et qui suit les cours comme un bon élève. Il ne se pose pas de questions et vit une existence exemplaire. Il s'agit alors d'un roman réaliste. Ce n'est que le dénouement de l'histoire et la découverte des origines d'Anatole et de ses amis qui nous plongera dans la science-fiction. Car le seul indice dont nous disposons sur ce genre, c'est le titre de la collection Soon. Cette histoire se double d'une enquête car Anatole va chercher à découvrir ce que lui cachent ses parents. En effet, ses origines nous seront dévoilées à la fin du roman. Cela vous surprendra, je n'en doute pas. Ensuite, le personnage principal de ce livre est un ado comme les autres, enfin en apparence. Il s'appelle Anatole. Celui-ci est un garçon calme et réservé qui n'est pas bavard. Il a de très bons résultats à l'école. C'est un garçon qui, selon ses parents, est parfait. Une de ses plus grandes passions est de faire des maquettes d'avions, souvent avec l'aide de son père. Donc, rien de très original. Avant l'arrivée des lettres et le message sur le tableau, Anatole ne pouvait pas dire qu'il était ami avec quelqu'un. Mais avec cette affaire, il se rapproche de Célia, une fille de sa classe qui a exactement le même caractère que lui. Ils sont évidemment bien trop parfaits. Cela cache bien évidemment un mystère. Cela explique certainement que l'on ait des difficultés à s'identifier ces ados parfaits. En définitive, le nouveau roman d'Yves Grevet est vraiment une réussite. Il lance bien la nouvelle collection Minisoon Plus avec un autre titre à découvrir, Ascenseur pour le futur de Nadia Coste. Mathieu, mets-nous l'eau à la bouche en nous présentant tes brochettes littéraires. Nous nous retrouvons pour parler de la toute nouvelle série d'Eric Lhomme, Terre Dragon. Le premier tome de cette trilogie, édité par Gallimard Jeunesse, s'intitule Le souffle des pierres. Eric Lhomme fait partie de ces auteurs dont nous avons chroniqué nombre de romans, A comme Association par exemple, et que nous avons interviewé à de nombreuses reprises. Pourrait-on tenir un petit résumé de Terre Dragon? Chalice, abandonnée par sa mère à sa grand-mère, se retrouve à Carrare, avec cette personne qu'elle n'apprécie pas vraiment, la vieille femme. Aux yeux des villageois, elle est une sorcière, même si ils sont bien contents d'aller la voir quand ils ont un problème de santé, eux ou leurs bêtes. Mais avec l'apparition de la peste rouge, les villageois les accusent d'avoir répandu cette maladie, ce qui compromet la
sécurité de Shelis et de sa grand-mère. Finalement, les villageois attaquent la maison des deux femmes et la grand-mère demande à Shelis de s'enfuir et de l'abandonner. D'autre part, un jeune garçon surnommé Peau d'ours est enfermé dans une cage. On lui donne 12 ans à peine. Il porte toujours une peau d'ours sur lui, d'où son surnom. Ses parents ont été tués par ceux qui le retiennent, Natfarir. Son nom en réalité, Agir. Il prépare un plan pour son évasion. Il n'attend qu'un os présent dans son repas du soir pour couper les liens et s'enfuir. Mais les Natfarir s'en rendent compte et leur chef, Ishkar, accompagné de quelques hommes, commence à le poursuivre. Au cours de leur fuite, les deux héros se rencontrent dans la montagne. Les guerriers Natfarir ont été retardés par un tigre des montagnes, alors que les villageois sont toujours à la poursuite de Shelis, qui a une longueur d'avance. Elle décide de prendre Agir avec elle, mais il est beaucoup trop lent, et les villageois commencent à la rattraper. Elle décide de l'abandonner à son sort. Mais avant, elle lui grave 2 Tumlas, des signes qui invoquent la force des dieux, celui dur qui attire la chance et la guérison, et elle pour calmer la douleur. Cet ouvrage t'a-t-il intéressé? Selon moi, le premier tome de la série Terre Dragon est un roman de fantasy qui tient toutes ses promesses. J'ai apprécié que l'auteur Eric Lom crée tout un univers avec ce roman. Évidemment, cela n'a rien de très original pour un roman de fantasy, même si celui-ci m'a semblé inventif. Par exemple, au début du livre, on trouve une carte représentant tout le royaume de Terre Dragon. Même dans l'histoire, on voit une grande différence entre les peuples, les personnes plus développées qui vivent en société dans les villes et d'autres qui vivent dans des camps qui sont très près de la religion et de la nature, ce qui représente bien un vrai monde avec différentes populations et différentes manières de vivre. De plus, la rivière métallique qui traverse le royaume apporte une vraie originalité à l'histoire. Ensuite, l'auteur a choisi de mettre en avant les destins des deux héros, Aegir et Shelis. J'ai trouvé originaux ces deux personnages qui sont très jeunes et fragiles. Au début, le lecteur ne se rend absolument pas compte qu'il possède des pouvoirs. Ainsi, Aegir est un jeune homme, il a à peine 12 ans. Il demeure très mystérieux, on ne sait rien de lui, ni comment il est arrivé dans cette cage, ni même pourquoi. Il ne se souvient de rien. S'il a réussi à s'enfuir de sa cage, il reste dans un piteux état et on se demande s'il ira bien loin. Puis Shelis, cette jeune fille abandonnée à sa grand-mère, une sorcière et un personnage tourmenté, surnommé Mauvais Œil, et qui est poursuivi par les villageois, puis capturé par une secte. Par ailleurs, j'ai trouvé agréable la narration alternée, qui est parfois compliquée, mais dans ce roman, elle expose bien les points de vue des personnages concernés, comme Ishkar, les deux héros et même le tigre de montagne. Pour conclure, je vous recommande vivement cette trilogie incroyable, à l'univers original et aux personnages au destin croisé. Nathan, mon frère de prénom, nous mourons d'envie que tu nous présentes ton manga. Konnichiwa les croque-lecteurs. Aujourd'hui je vais vous présenter Altaïr, du mangaka Kotono Kato, édité chez Glénat. Le deuxième tome est paru le 5 novembre 2014. Au Japon, la série compte actuellement 13 tomes. Je vois. Eh bien, qu'est-ce qu'une présentation sans un résumé? Le 3 avril 1975, de l'an 451, d'après le calendrier impérial au sein de l'état militaire de Turquie, un voleur s'échappe d'un palais. Il croise un adolescent qui lui demande de rendre ce qu'il a dérobé. L'homme attaque quand un aigle nommé Iskandar lui fonce dessus et lui brise le dos du bras. On découvre alors que l'adolescent s'appelle Mahmoud et qu'il est le plus jeune pacha des membres du divan, l'assemblée qui dirige le pays. Mahmoud a eu une enfance difficile. Sa mère est morte pendant la guerre que opposaient les deux empires rivaux depuis toujours, celui de Turquie et celui de Balraïn. À la frontière entre ces deux pays a été découvert le corps de Franz, premier ministre de Balraïn, criblé de flèches portant l'emblème de la Turquie. C'est l'occasion inespérée de déclarer la guerre. Au divan, deux camps s'opposent entre les partisans de la guerre et ceux qui veulent préserver la paix. Pour Mahmoud, il doit quitter une troisième voie et comprend qu'il s'agit en fait d'un complot, à cause des plumes utilisées pour les flèches. Il décide donc d'accompagner le pacha Khalil qui veut régler la question pacifiquement, les adversaires, tout en sachant qu'ils risquent leur vie. Au royaume de Balraïn, le seigneur Virgilo lui demande à ce que le pacha soit assassiné, avant qu'il arrive sur le territoire. Le soir venu, le convoi est attaqué, mais à la surprise des assaillants, il n'y a personne. Mahmoud avait tout prévu. Il entend les conversations qui incriminent le ministre Louis. Il laisse pas l'assaillant de sang de chèvre et envoie Iskander à l'attaque, suivi d'une vague d'oiseaux. La guerre est évitée de justesse, grâce à la délégation turque. Mais ce n'est que partie remise pour ceux qui complotent. Mérite-t-il que l'on s'y intéresse? J'ai mis Altaïr de Konoto Kato, un manga que je trouve tout à fait original. Tout d'abord, je trouve la couverture assez jolie. En effet, sur celle-ci, nous voyons Mahmoud en tenue d'apparat, finement détaillé et portant de nombreux bijoux sur un fond blanc qui fait ressortir les couleurs rouge et or. L'illustration du titre est bien trouvée, car elle représente un aigle. Vous vous demandez pourquoi je dis cela? Simplement parce que Altaïr est le nom de l'étoile la plus importante de la constellation de l'aigle. Cette première couverture est très représentatrice des dessins du manga qui sont très détaillés.
En effet, chaque vignette a un arrière-plan qui représente là aussi de façon détaillée les paysages et les bâtiments dont l'architecture rappelle évidemment les pays d'Extrême-Orient. De plus, une autre qualité de ce manga, c'est évidemment son scénario. En choisissant de placer l'action dans les pays orientaux imaginaires, mais qui rappelleront la Turquie, l'Iran. L'auteur nous transporte dans un univers original. Évidemment, on pense immédiatement au conte des mille et une nuits. Mais ici, c'est l'aspect politique qui tient une place essentielle. Les luttes de pouvoir au sein du pays. Les disputes pour préserver la paix sont autant de circonstances pour montrer le courage de Mahmoud au sein de l'Assemblée des Pachas. Entre amitié et traîtrise, la frontière est parfois très mince. Enfin, parlons des personnages. En dehors de Mahmoud, le héros de l'histoire, le plus jeune Pacha, mon personnage préféré est Zehir Zaganos. Premièrement, je trouve qu'il ressemble un peu à Sasuke. Moralement, mais surtout physiquement. En effet, il a à peu près les mêmes traits de son visage. Coïncidence? De plus, il est un stratège hors pair. Car un peu plus tard dans l'histoire, il fait sûrement attaquer la ville se rebellant, alors qu'il va défendre son royaume contre celui de Balrain. Pour conclure, je conseille très vivement ce manga. Plein de suspense qui suit les aventures de Mahmoud dans cet univers oriental où les questions politiques tiennent une place essentielle. Eh bien, voilà des chroniques des plus intéressantes. Vous pouvez visiter notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre blog pour vous tenir informé des moindres informations concernant votre émission préférée. J'étais heureux de pouvoir partager ce repas avec vous. Allez, à bientôt les petits gourmands de lecture. Mon lourd. Et tu me fais pas des oreilles qui sortent. Non, pas d'oreilles qui sortent. Avec Louise. Avec Louise, les oreilles qui sortent du cadre. C'est jamais la faute d'Antonin. Je sais pas. Ouais, Nous nous retrouvons pour parler de la toute... Enfin, je vais recommencer parce que je suis arrêtée. Je recommence tout du coup. Chélis, abandonné par sa mère à sa grand-mère, se retrouve à Cana. À Cana. À Carrare. Peau d'ours sur lui, ça m'énerve. Ses parents ont été tués par ceux qui leur tiennent. Je sais pas y arriver. Ah non, mais ça va, je rigole pas pour l'instant.